Oui, donc merci déjà de m'avoir invité dans ce séminaire. J'ai vu qu'il y a un certain nombre d'orateurs très très intéressants, certains nombre que je connais, je pense à mon ami Pierre Charazac et d'autres. Et écoutez, d'abord tous mes voeux pour cette nouvelle année. Donc j'inaugure le séminaire de 2024 et on va effectivement parler éthique et droit, mais aussi clinique. Donc on va évoquer à la fois des éléments de doctrine et puis des éléments très pratico-pratiques, puisque l'éthique, c'est d'abord voilà, ce qui nous fait tenir ensemble. C'est aussi un ciment de valeurs, et ça nous aide à nous comprendre et puis peut-être à nous repérer dans la clinique. Donc il y aura quelque chose qui sera à la fois théorique mais aussi pratique, avec des choses qui nous ont été remontées du terrain, puisque l'idée c'était quand même d'aller de la théorie à la pratique et de la pratique à la théorie. Alors, on va lancer le diaporama. J'espère qu'on aura du temps pour parler. Normalement, oui, ça a été conçu, construit, pensé comme ça, là, le séminaire d'aujourd'hui. Donc on va d'abord parler un petit peu d'éthique en général, parce que ça va vous aider aussi à me situer et à savoir d'où je vous parle, dans quelle fonction je suis. Pour vous dire déjà que le choix du thème est particulièrement intéressant, on va en reparler ensemble, parce que ça recoupe les choix de notre espace éthique. Alors je vais m'expliquer, il y a quelques plaques qui vont vous ramener cette idée-là, mais pour faire simple, les espaces de réflexion éthique régionaux que je coordonne également d'ailleurs au plan national, ça s'appelle la Conférence nationale des ERR, espaces réflexion éthique régionaux. Donc celui de Bretagne, l'EREB, fonctionne déjà depuis une vingtaine d'années. Là, cette année, nous sommes dans les 20 ans des lois de 2004, de la loi de santé publique de 2004, qui a consacré les espaces éthiques régionaux, à la suite du rapport Cordier. Et donc on avait, nous, à Brest, un espace qu'on avait mis en place avec Jean-Michel Bols, mon prédécesseur, qui s'appelait l'espace éthique de Bretagne occidentale, et qui fonctionnait avec déjà pas mal d'intervenants. Et lors des années 2012, la question s'est posée de mettre en place également un espace éthique de Bretagne orientale vers Rennes, la deuxième ville universitaire du pays. Et c'est à ce moment-là qu'est arrivé l'arrêté de janvier 2012 qui a fixé les choses au plan des espaces éthiques. Et donc on s'est dit, on va faire un espace de réflexion éthique, voilà, pour toute la Bretagne. On ne va pas le scinder en deux, un à Brest, un à Rennes. Et c'est comme ça que l'EREB s'est mis en place. Et cet espace a plusieurs groupes de réflexion, dont un groupe qui s'occupe justement de l'éthique à domicile. Donc je vais vous montrer un certain nombre d'événements qu'on a fait avec ce groupe qui s'appelle Etidom, qui est différencié d'un autre groupe. D'accord, merci beaucoup Vincent. Qui se différencie d'un autre groupe qui s'appelle Ethicos, qui lui s'occupe plutôt de ce qui se passe en EHPAD. Et puis nous allons mettre en place cette année un troisième groupe de réflexion éthique qui s'occupera de la priorisation des soins, donc l'éthique de la priorisation des soins, qui est une question qui a été très très mise en avant lors de la crise Covid. Donc on va retrouver le fil du diaporama. Voilà, merci beaucoup. Alors déjà, pour vous évoquer un petit peu cette idée de bioéthique aussi, dans laquelle nous sommes, puisque c'est également cette année 2024, non plus les 20 ans de la loi de santé publique 2004, qui a mis en place les espaces éthiques, mais les 30 ans des lois de bioéthique de 1994. Donc vous voyez que bioéthique, bios, c'est la vie, donc c'est ce qui met en avant cette valeur qui est regardée comme une valeur fondatrice et supérieure. Et la réflexion en bioéthique s'autonomise d'une réflexion qui serait
juste une réflexion morale au sens de la morale traditionnelle. Et pour cela, on a besoin d'un certain nombre de choses, d'ingrédients, de conditions, c'est notamment le pluralisme, qui, par ailleurs, est un principe constitutionnel fondamental. Alors, on peut avoir une vision assez positive. J'aime citer Jean-Pierre Changeux à l'occasion, quand il dit « Hommes et femmes de bonne volonté peuvent s'entendre entre eux sur des questions d'éthique, en dépit de divergences majeures d'opinions scientifiques et médicales, d'opinions philosophiques, de croyances religieuses. Après tout, ils partagent des dispositions cérébrales communes. » J'aime bien parce que j'aime bien citer cette phrase parce que c'est le « après tout ». Comme on a le même cerveau, on doit pouvoir s'entendre. J'avoue que c'est très optimiste. Mais bon, c'est pas inintéressant. Et c'est le même Jean-Pierre Changeux qui est venu aux 40 ans du CCNE l'année dernière, qui a été l'anniversaire l'année dernière. Il a été fondé en 1983, qui a pris la parole dans la salle pour justement faire un peu un contrepoint à cette espèce de contentement général qu'on avait de se retrouver 40 ans après la création du CCNE par François Mitterrand à l'époque, et qui a dit « Attention, il nous faudrait un comité d'éthique mondiale parce que voilà, aujourd'hui la guerre est à nos portes, on doit pouvoir discuter de ça aussi, et il y a des questions autour de l'éthique et de la santé dans le champ militaire qui doivent aussi nous préoccuper aujourd'hui. » Et bien mine de rien, j'ai trouvé que son intervention était hyper pertinente et sonnait comme une alarme pour tout le monde en disant « Attendez, c'est bien l'autosatisfecit, mais voyez la situation telle qu'elle est aujourd'hui et essayons de réfléchir au plan mondial sur cette question. » Alors ma directrice de thèse, Marie-Laure Moquet-Anger, qui m'a accompagné sur la réflexion sur la liberté de choix chez les personnes faisant l'objet de soins psychiatriques, rappelle, elle, la façon dont l'éthique peut être aussi ancrée dans le paysage sanitaire, et notamment via la démocratie sanitaire et via un certain nombre d'outils dans les institutions. Alors, elle cite le règlement intérieur, on pourrait parler d'autres outils qui sont réceptionnés par aujourd'hui les établissements médico-sociaux, mais qui montrent que voilà, on est aussi dans un souci de démocratisation de l'éthique, de partage des règles pour qu'on puisse avoir des repères, parce qu'une liberté sans repères, je vous laisse réfléchir à ça, est-ce encore une liberté ? On a besoin de s'orienter dans la pensée, c'est ce que disait Emmanuel Kant, et pour ça on a besoin de repères. On va passer l'autre diapo, s'il vous plaît. Alors, c'est vrai que longtemps les procédures en éthique qu'on a adoptées étaient des procédures plutôt verticales, avec des lois votées par le Parlement, ce qui fait qu'on pourrait penser que ce qui est moral est légal et ce qui est légal est moral. La vérité, vous le savez, n'est pas si simple et unidirectionnelle. Effectivement, il faut essayer de distinguer ce qui est permis immoral et ce qui est défendu immoral, ça c'est clair, mais ce n'est pas parce que la loi a longtemps interdit le don d'organes, nous explique Roger Gilles, entre personnes liées sur le plan affectif, que le don de rein entre amis devrait être considéré comme immoral. Inversement, ce n'est pas parce que la loi autorise l'expérimentation sur des embryons qu'elle est moralement acceptable. Elle peut être moralement acceptable pour certains et moralement inacceptable pour d'autres. Donc l'idée de travailler au plan éthique, c'est de passer du primat de la loi au primat de la conscience. Et ce qui m'intéresse moi, c'est vrai que c'est plus les liens en fait entre éthique et droit que le droit en soi ou l'éthique en elle-même. Ce qui est intéressant, par exemple, vous voyez, quand on réfléchit sur l'éthique qui régit le droit, eh bien, assez paradoxalement, on se rend compte que c'est une éthique assez subversive, en réalité. Inversement, quand on réfléchit à la façon dont l'éthique se sert du droit, on peut se dire qu'il y a une recherche de validation juridique d'une norme éthique. Et c'est encore autre chose, curieusement, on est moins dans quelque chose de subversif, on est plus dans une recherche voilà, de consensus qui aurait l'aval de la loi. Dans tous les cas, ce qui est important, c'est de comprendre que l'exercice, que l'éthique, c'est un exercice de discernement et de mise en interrogation supportée par des valeurs. Là, récemment, pour la Fédération hospitalière de France, on travaille beaucoup sur un avis sur le consentement. J'y contribue beaucoup.
j'ai insisté pour qu'on rappelle la jurisprudence Tessier de 1942, qui peut paraître vraiment éculée, ancienne, très dépassée aujourd'hui, sauf qu'en pleine période de barbarie nazie, l'arrêt Tessier de janvier 1942, c'est une marque de civilisation. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un arrêt, là pour le coup c'était donc l'arrêt Tessier, c'est le Conseil d'État, ça a été quelque chose qui a vraiment sanctuarisé le consentement et qui a expliqué qu'on ne peut pas se passer du consentement, que c'est une faute envers la personne humaine, c'est un manque de respect de la personne humaine. 8 jours avant, je crois, 8 jours avant l'arrêt Tessier, vous aviez la solution finale qui était organisée à Wannsee dans une station balnéaire avec une minutie administrative dont nos collègues d'Outre-Rhin ont le secret. Et donc c'est une semaine dans l'histoire où on a eu le pire et le meilleur de l'humanité. C'est aussi ça l'histoire, c'est aussi le lieu de l'éthique. Et quand il y a un événement qui est une marque de civilisation, je crois qu'il est important de le retenir. Autre diapo, Vincent, s'il te plaît. Alors, les avis éthiques, notamment ceux du Comité consultatif national d'éthique, sont importants et je vous ai mis un avis assez récent, l'avis 140, repenser le système de soins sur un fondement éthique, qui est vraiment un excellent avis que je conseille à tous les soignants de lire, qui explicite une notion intéressante qui s'appelle le silence éthique, qui nous permet de parler de souffrance éthique, qui nous permet aussi de prendre la mesure de la crise hospitalière. Et je vous ai parlé des espaces de réflexion éthique régionaux. Nous sommes en fait les correspondants en région du Comité consultatif national d'éthique. Donc on organise beaucoup de débats éthiques en territoire on a, lors de la crise sanitaire, mis en place des cellules éthiques de soutien. C'est dans ce cadre qu'on va évoquer le thème du séminaire, où je vais vous rapporter un exemple très concret, assez récent par ailleurs, parce que notre réponse n'est pas encore tout à fait validée. Mais c'est pour là aussi insister sur l'histoire dont Marc-François Lacan, le frère de Jacques Lacan, nous disait que c'était le réel lieu de l'éthique, l'histoire. Voilà le lieu de l'éthique, des habitudes et des normes reconnues par nous qui construisent cette histoire. Et si nous sommes inconscients de cela, l'inconscient parlera pour manifester cette déficience de la construction historique dont nous sommes responsables. Et qui était dominicain, mais manifestement, il connaissait bien la question psychanalytique et le lien fraternel qu'il avait avec Jacques Lacan lui permettait d'avoir un regard très large et très humain par ailleurs. Je vous invite à le lire. Autre plaque. Alors bon, quelques considérations générales sur l'éthique. Si vous pensez que l'éthique peut vous aider à investir la philosophie, investissez l'éthique. Inversement, si vous aimez la philosophie, vous aimerez l'éthique. Enfin, c'est une conviction que j'ai. L'éthos, donc vous voyez que l'éthos, ça a donné éthique, mais ça a donné aussi éthologie. Donc on est là au carrefour d'un certain nombre de valeurs, effectivement, mais aussi d'un certain nombre d'habitudes, d'un certain nombre d'usages qui font qu'on se dit ça, c'est plutôt comme ça la bonne conduite. Et c'est pour nous, soignants, quelque chose à raccrocher à la question de la coordination de nos soins, mais aussi une coordination qui ne peut se mettre en place que si on se pose les bonnes questions, surtout quand arrivent des obstacles, ce qu'on appelle des problèmes. C'est dans ce cadre-là qu'on forme beaucoup de soignants avec les espaces éthiques et on les forme généralement, nos collègues, on a des journées pour parler de démarche éthique et essayer d'apprécier à chaque fois la spécificité de la dimension individuelle, le rapport à la vérité, la façon dont le sujet supporte sa liberté, dont il va soutenir son désir. En fait, voilà, un certain nombre de choses qui ramènent au centre aussi l'exigence de penser, en même temps que l'attention à la vulnérabilité. Autre diapo. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on va assez vite mettre de côté la morale pour parler de l'éthique, mais en fait, l'éthique, c'est le mot grec, et le moral, c'est le mot romain, mais c'est la même réalité derrière, au départ.
Et après-guerre, puisque je vous ai cité l'arrêt Tessier, donc après-guerre, vous avez un premier congrès de morale médicale. On ne parle pas encore d'éthique. Et en fait, la question qui était la leur, c'était la médecine est-elle morale, déjà à cette époque-là. Et aujourd'hui, on peut ajouter comment répondre aux collisions morales qui déconcertent les soignants. Je vous en donne juste une d'actualité, là aussi, l'aide active à mourir. Comment on appréhende ça? Et puis, bien entendu, voilà, la rapidité des progrès technologiques, les développements dans le champ biomédical qui parfois nous amènent à être dans une perplexité morale que certains regardent comme perplexité morale massive. Hein, c'est Beauchamp, un des auteurs avec Childress du traité de bioéthique contemporain, et notamment en ce qui concerne cette perplexité, peut concerner les droits et les devoirs des patients, ceux des professionnels de la pensée et de la santé, et puis autour des sujets de recherche et des chercheurs. Là aussi, il y a plein d'exemples. On pourrait parler des chimères actuellement, avec cette hybridation entre l'homme et l'animal, qui est une source d'expérimentation aujourd'hui, dans la dernière loi de bioéthique, qui là aussi peut nous poser un tas de questions abyssales. Donc des questionnements vraiment fondateurs et refondateurs. Autre diapositive. C'est pas simple. Hein. Non, mais en fait, on a un souci avec le format, enfin, le mode de projection de... Oui. Alors, c'est le... Voilà, donc très rapidement, on va passer très rapidement Vincent là-dessus, c'est juste vous dire, voilà, ça c'est l'historique que je vous ai un petit peu expliqué tout à l'heure avec notre logo. L'idée c'est d'éveiller voilà, les citoyens, les professionnels de santé à une pensée critique et à l'éthique du vivant, entendre leur prise de parole. Là ça fait plusieurs mois, mais ça fait en fait depuis 2022, donc ça fait même plusieurs années maintenant, qu'on mène des débats sur la fin de vie. Et on le fait avec les lycéens, on le fait avec les professionnels de santé, on le fait en EHPAD. Voilà, on se met vraiment à l'écoute et on discute, on dialogue. Il y a quelques jours, j'étais avec des lycéens encore, mais cette fois pour parler intelligence artificielle. Donc c'est ça aussi le travail des espaces de réflexion éthique. Autre diapo. Donc là, je pense qu'on va continuer sur les rêves. C'est pour vous présenter notre équipe rapidement. Donc vous avez un directeur, en l'occurrence c'est votre serviteur, une coordinatrice. J'ai la chance d'avoir une collègue psychologue qui travaille beaucoup avec moi les saisines des cellules éthiques de soutien, qui m'assiste beaucoup pour l'écriture des réponses et qui, parce qu'elle travaille à l'APF, a une sensibilité sur le handicap, donc ça nous aide beaucoup aussi à travailler avec les structures qui s'occupent des personnes en situation de handicap. On a une assistante de gestion, parce qu'on a un budget, puisque c'est une enveloppe de type MIG, et c'est quand même assez conséquent à gérer. Et on a cette spécificité en Bretagne d'avoir un président du conseil d'orientation qui est un ancien représentant d'usagers. Donc le conseil d'orientation, c'est une vingtaine de membres, avec un collège occidental, un collège oriental, donc CHU de Brest d'un côté, Rennes de l'autre. Et le conseil d'orientation m'aide à poser les actions de l'espace éthique et à prendre les grandes orientations de l'activité de notre espace éthique. Et on a désigné, il y a 3 ans maintenant, une vice-présidente pour nous aider à coordonner tout ça, qui est cadre de santé, qui a travaillé, qui vient de prendre sa retraite, mais qui travaillait dans la dialyse jusque-là, donc qui nous apportait aussi beaucoup en termes de connaissances, puisqu'elle est également experte pour la haute autorité de santé. Autre diapo. Bon, les principales missions des espaces éthiques en général et de l'EREV en particulier, vous voyez que c'est lieu de formation universitaire, donc on est impliqué dans les DU, maintenant un petit peu aussi dans un master, lieu de documentation, on a une bibliothèque, on peut à la fois réelle et virtuelle, je ne sais plus comment il faut dire, mais enfin numérique, voilà. Un lieu de rencontre et d'échange interdisciplinaire, ça c'est la base,
Également, on se met en position de soutien et d'accompagnement pour l'observation des pratiques éthiques. On avait mené une enquête assez intéressante là, avec les directeurs d'EHPAD au moment de la Covid. On organise beaucoup de débats publics, comme je vous le disais, et puis on a cette mission de diffusion et de partage des connaissances. Alors, je vous ai un peu susurré ce mot de cellules éthiques de soutien, on va y venir. Alors, qu'est-ce que c'était que ces cellules éthiques de soutien? En fait, ça a été au départ mis en place dans l'urgence, puisque c'était lors de la crise sanitaire, et le Comité consultatif national d'éthique nous a suggéré, nous a demandé de mettre en place ces cellules éthiques de soutien auprès des équipes soignantes, qui pourraient prendre la forme de ces petites structures assez souples et bénéficier de l'appui des agences régionales de santé, de l'expérience des espaces éthiques, en s'appuyant sur les groupes d'éthique clinique des CHU. Donc c'était très ambitieux dans la forme. En pratique, on s'est débrouillé tout seul. Les ARS étaient très occupés sur un tas d'autres choses. Et le groupe d'éthique clinique du CHU, oui et non, hein, en fait, ça a été vraiment les bonnes volontés. Alors il y a effectivement eu un membre au moins du comité éthique du CHU par ma présence. On avait quand même le collègue juriste de l'hôpital qui s'occupait de la protection des données, qui était quand même au comité éthique aussi, qui nous a accompagnés. Mais voilà, on a eu des psychologues en EHPAD, on a eu la chance d'avoir l'aide et le soutien du Conseil de l'Ordre avec un médecin qui avait vraiment une expertise intéressante au plan ordinal, et aussi beaucoup de chance puisqu'on a pu travailler avec un guide de funérailles, ce qui au moment de la crise de Covid a été vraiment très aidant, et c'est une des raisons qui font que cette réflexion éthique a vraiment pris, parce qu'on était vraiment dans cette dynamique de pluralisme dont je vous ai évoqué l'importance au départ. Et c'est ce qui fait que, vous voyez, les cellules éthiques de soutien ont été très vite repérées par les pouvoirs publics, et parce que le Comité consultatif national d'éthique a pu dire attention, les espaces éthiques en général et les cellules éthiques de soutien en particulier nous disent que ce qui se passe au niveau de la mise en bière immédiate des personnes qui décèdent de Covid, c'est une catastrophe au plan humain, qu'on va générer des deuils compliqués, ce signal faible est remonté très vite dès le mois d'avril de 2020, et c'est ce qui fait qu'ensuite il y a eu une adaptation des ministères. Ils ont été obligés de modifier leur arrêté, mais il a quand même fallu, vous voyez, malgré notre travail, malgré nos alertes, malgré le fait que c'était convergent de tous les territoires, il a fallu un arrêt du Conseil d'État en décembre 2020 pour dire que c'était disproportionné cette façon d'empêcher les proches, voilà, d'assister leurs parents et leurs proches qui étaient en train de mourir et d'agonir. Donc on a été, voilà, c'est une naissance assez laborieuse, assez douloureuse, mais c'est une naissance qui aujourd'hui a été consacrée avec la certification qui maintenant valide l'importance de ces cellules éthiques de soutien, qui sont donc pérennisées et qui permettent aux professionnels de santé d'avoir une ressource extérieure quand elles ont un questionnement éthique. Et donc c'est aujourd'hui intégré dans le manuel de certification. Donc ça a été finalement un surgissement de ce besoin de réflexion éthique, d'avoir un support et d'avoir une visibilité de ressources dans ce domaine. Alors vous voyez qu'il avait plutôt listé la priorisation des soins, et c'est vrai que ça a dépendu en fait beaucoup des régions. On a mené une étude qui s'appelait l'étude Panthère, pandémie éthique territoire à l'époque, et c'est vrai qu'il n'y avait aucune commune mesure entre ce qui se passait dans le Grand Est, où ils ont vécu des drames affreux, des choses indicibles, et la Bretagne, où en fait, nous, ce qu'on a observé, c'est plutôt des règles hyper rigides,
qui ont empêché les gens de vivre, en gros, notamment les personnes âgées en EHPAD, avec des visites interdites, avec tout ce que vous avez pu entendre. Et là, c'était plutôt le caractère disproportionné des mesures qui sautait aux yeux. Hein. Voilà, pour faire simple, hein, je caricature un peu, mais c'est quand même plutôt ça. Et là, vous avez vu un rapport que je vous invite à lire, rapport Frémont, sur visite interdite, lien entravé, qui est vraiment remarquable et qui reprend beaucoup de choses que les espaces éthiques ont pu observer et ou dénoncer. Autre diapo. Vous voyez donc les missions des cellules éthiques de soutien: accompagner les demandes formulées, proposer un espace d'écoute, apporter un éclairage éthique collégial, orienter les demandes vers des espaces éthiques de proximité, promouvoir à l'issue de la crise des analyses et réflexions, donc ça a été l'étude Panthère, favoriser un vivre ensemble à l'aune d'une éthique des organisations et d'une éthique relationnelle dans un contexte de démocratie en santé. Bon, ça c'est l'habillage, mais c'est vrai que finalement, on touche du doigt beaucoup les difficultés organisationnelles lorsqu'on nous sont soumis des cas compliqués, des dilemmes éthiques. Autre diapositive. Merci. Donc on peut passer à la diapo d'après. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est vrai que ces cellules éthiques de soutien fonctionnent à partir de l'éthique de la discussion. Donc vous avez une petit crowbar pour nous ramener un peu voilà, le visage de Jürgen Habermas. Et cette discussion, elle a vraiment valeur heuristique, c'est-à-dire que ce n'est pas le culte du débat pour le débat, mais c'est pour montrer qu'il n'y a pas d'argument d'autorité dans le champ de l'éthique. Tous les avis sont extrêmement précieux et on ne peut pas recevoir une norme si elle n'est pas soumise à la discussion. Donc c'est ça surtout, cette idée d'éthique de la discussion. Vous voyez, il le dit, la valeur sociale d'une norme est fonction du fait que celle-ci est acceptée dans le cercle de ceux à qui elle s'adresse. Et c'est bien pour ça que ça a coincé en EHPAD quand il y a eu des mesures trop rigides, trop sévères et disproportionnées. C'est que ces valeurs-là n'étaient pas en fait acceptées dans le cercle d'un certain nombre de soignants. Et il y a eu des dissensus, hein, bien évidemment, entre des directeurs, entre des infirmières, entre des soignants, etc. Ça a été extrêmement compliqué. Comme le disait Pierre Charazac, en plus, il y avait un espèce de fantasme très mortifère, c'est-à-dire que voilà, le pas de la porte, c'est ce qui incarnait l'entrée de la mort dans l'EHPAD. Enfin, c'est devenu voilà, complètement fou, en fait. Hein. Autre plaque. Donc cette éthique de la discussion doit aborder ce qui cloche. J'en profite pour citer un de mes collègues philosophes qui est membre du conseil d'orientation et qui a écrit un billet éthique qui est disponible sur le site internet de notre espace éthique. Hein. Donc pas juste une réelle discussion, mais une discussion qui prenne au sérieux le réel, car, comme le dira Lacan dans un de ses séminaires, mi-amusé, mi-sérieux, le réel est ce qui cloche. En l'occurrence ici, ce qui découle du fait de notre intelligence et son rationalisme optimiste pour laisser la place au sentiment primitif de la peur. Il nous faut donc congédier les belles spéculations de notre intelligence pour adhérer au plus près à l'ordre du vivant comme confrontation intéressante à la question du risque entre menace et audace. Je fais un petit aparté, mais si vous avez lu le séminaire sur l'éthique de la psychanalyse, je crois que c'est mars 1962, enfin quelque chose comme ça, ou 64, je ne sais plus, il y a le passage du commentaire de Lacan sur la rencontre entre Saint-Martin et la personne à qui il va donner, le mendiant qui meurt de froid en fait, hein, à qui il va donner la moitié de son manteau. Il y a tout un commentaire extrêmement intéressant qui explique de façon intéressante ce que dit Dominique d'une autre manière, là, mon collègue Dominique. Et en gros, voilà, Lacan remet un petit peu, comme il faisait toujours, en question l'image d'Épinal, et il dit, bon, au-delà de la charité, voilà, il se passe ci, il se passe ça, Saint-Martin aurait pu le tuer, il aurait pu le baiser, enfin, voilà, Lacan, alors après, avec la richesse sémiotique du langage de Lacan, baiser, ça peut vouloir dire aussi donner un baiser, donc c'est, bon, voilà, hein, on va... Et bon, il explique un certain nombre de choses où on voit bien qu'il y a une interaction en fait entre charité et justice, mais il y a aussi la violence du réel en réalité.
Il y a la violence du réel, et il y a quelque chose qui va faire histoire, qui va faire que celui qui n'était que catéchumène à cette époque-là va devenir ensuite, après son baptême, le saint qu'on connaît, et c'est vraiment la rencontre du réel, et quelque chose de violent qui force à penser, hein, qui force à penser, qui sort en fait Saint-Martin de sa léthargie, de son indifférence morale, aujourd'hui on dirait de son indifférence dépressive, qui fait que voilà, les soldats avaient autre chose à penser, et qui du jour au lendemain l'amène à penser qu'il n'est plus ce soldat inféodé à l'empereur, mais qui devient le soldat de Dieu, en gros, quoi, hein. Et donc, bon, Lacan le dit avec d'autres mots que les miens, mais c'est intéressant à lire, je vous invite à le faire. Et dans tous les cas, voilà, il y a quelque chose qui exige notre responsabilité. Et c'est ça qui est intéressant dans l'histoire que je vous raconte, c'est qu'on est également là dans un dilemme éthique, en fait. Et ce dilemme éthique, Saint-Martin, l'exemple que je vous donne, le tranche au sens réel du terme en tranchant son manteau, puisqu'il y a une partie de sa chlamyde qui appartient à l'administration en fait, romaine, à l'armée, d'autres qu'il ne peut pas donner, et il donne la partie que lui peut gratuitement donner. Tout ça parce qu'il y a une conscience d'une vulnérabilité partagée qui ouvre sur une éthique du risque. Et c'est ça qui est intéressant. Donc il y a quelque chose autour de la certitude de l'incertitude. Autre diapositive. Alors ces discussions, petit clin d'œil à Winnicott, effectivement, il faut vraiment les investir. Comme disait Monseigneur Dornelas, elles sont, lorsqu'elles sont faites de façon rapide et non construite, elles sont souvent superficielles. Donc il faut vraiment, effectivement, investir, avoir une logique, une approche logique, mais aussi une approche intuitive, hein. Et puis c'est ce qui fait, c'est pour ça que j'ai mis cette photo de Winnicott, ce qui est important, c'est que cette discussion nous ouvre à une créativité, hein, pas seulement dans la pensée, mais aussi dans les actions qu'on va avoir, mettre en place. Autre diapo, donc là c'est la même idée, mais c'est pour vous montrer qui est Monseigneur Dornelas, qui d'ailleurs insiste en disant que la force éthique est dans le respect du plus faible. Ça aussi c'est intéressant à garder en tête. C'est vrai que bon, on peut avoir l'orientation ou pas religieuse de Monseigneur Dornelas, mais on ne peut pas lui nier son hypersensibilité à la vulnérabilité. Et j'en dis un tout petit mot, outre que le fait qu'il est à Rennes, c'est qu'il est le représentant du pape François pour la bioéthique. Et donc il est régulièrement auditionné. Chaque fois qu'il y a des lois de bioéthique, il donne son point de vue. Et il le dit de façon très courageuse, évidemment. Il défend les valeurs de l'Église puisqu'il est évêque, hein, mais il a une vraie pensée bioéthique. C'est intéressant de le lire. Alors, vous voyez, la doctrine, maintenant, si on va vers la doctrine, eh bien, et de la question du domicile, il y a eu ce besoin, vous voyez, de réaffirmer le droit à une vie personnelle en EHPAD, avec pour horizon le respect de la dignité des anciens et de leurs familles. Et on l'a réellement poussé, ce texte, pour rappeler que pour les personnes âgées qui vivent en EHPAD, ben, c'est là leur domicile. Et qu'elles ont voilà, aussi droit à une considération. C'est-à-dire qu'après la sidération d'urgence sanitaire, il y a de la place pour une éthique de la considération. Et récemment, vous voyez, ça date d'hier, je suis allé faire une visite en EHPAD hier, et j'ai discuté, mais comme ça, sur le pas de la porte, pendant 10 minutes avec une directrice qui avait besoin de me partager le fait qu'elle était en pleine discussion, parce qu'on est arrivé, ils étaient en train de discuter entre eux, donc ils nous ont fait un petit peu attendre, enfin, il n'y avait rien d'embêtant. Et elle m'expliquait de quoi il parlait avec son équipe. Et en fait, il parlait de la possibilité que les résidents aient la clé de leur chambre. Et il y avait manifestement ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre. Bon, c'était assez animé, semble-t-il, la discussion. Et alors, elle me dit, oui, bien évidemment, il faudra faire le test de la capacité. Je me dis, c'est quoi le test de la capacité? Alors, le test de la capacité, elle voulait dire la capacité à ouvrir, fermer, à comprendre c'est quoi la clé, etc. Et c'était intéressant parce que je trouvais qu'ils étaient finalement maintenant dans cette réflexion sur la capacité, quoi, de quoi ils sont capables, et peut-être que cette capacité est la mesure du risque qu'on peut prendre, quoi. Hein.
Et ça c'est intéressant au plan éthique. Et je me suis rappelé du mot passeport. Le passeport, c'est ce qui passe la porte. Passeport. Et c'est vrai que si on ne leur donne pas symboliquement cette clé, d'une certaine manière, on ne leur donne pas cette liberté de passer la porte. Donc nous qui sommes sans arrêt dans cette question souvent de liberté d'aller et venir et sécurité, la tension entre les deux, il y a aussi quelque chose autour de cette symbolique. Hein. Alors évidemment, ça suppose un travail d'équipe, un partage de valeurs communes pour donner sens à un projet commun en se rappelant que c'est la singularité de la personne soignée qui doit nous guider. Moi, j'étais assez souvent à dire au directeur, mais il faut qu'il y ait une boîte aux lettres, quoi. Il faut que les résidents puissent avoir leur boîte aux lettres. Mais je n'avais pas réfléchi à cette idée de passeport, vous voyez, au sens symbolique. Et c'est vrai que cette histoire de clé, si vous louez quelque chose, vous avez la clé. Hein, comme l'a dit hier la directrice, c'est vrai. Donc, alors évidemment, la vie en collectivité, ce n'est pas la vie exactement à la maison qu'on a pu vivre quand on est une personne âgée ou qu'on a fait toute sa vie dans un domicile privé. Mais néanmoins, voilà, c'est quand même là maintenant que sera leur domicile. Hein, donc c'est important d'intégrer ça. Autre diapo. Je regarde quand même. Ça passe. On va passer très vite là-dessus. Je suis désolé parce que sinon on ne va pas pouvoir parler du cas pratique. Alors voilà, rapidement, je vais vous montrer un petit peu les groupes de réflexion. Donc Etidom, hein, celui qui est autour du domicile, qui se centre sur les questions liées à l'accompagnement des personnes résidant à domicile, qui ne se limite pas strictement aux personnes présentant des troubles cognitifs majeurs, et l'ensemble du public des personnes âgées vivant à domicile peut être concerné. Donc on l'a de façon large, désigne tout lieu de vie qui n'est pas un établissement. Autre diapo. Alors oui, un exemple, éthique à domicile, parlons-en. Ça a été fait en 2019. À droite, je vous ai mis, parce que je ne vais pas tout lire, parce que j'aimerais qu'on parle de notre cas pratique, mais c'est pour faire un tout petit peu de pub sur un document CNRR, donc Conférence nationale des espaces de réflexion éthiques régionaux, qui s'appelle justement Éthique et domicile, et qui est vraiment très pédagogique, que vous pouvez télécharger en allant sur le site de la CNRR. Et vous voyez, là, il insiste dans ce document, j'ai fait quelques petites citations pour dire qu'il y a un rapport de souveraineté quand on est dans son domicile. Hein. Et c'est important à préserver quand on est dans le soin à domicile, parce que c'est la personne soignée qui définit les conditions, les limites des interventions, les espaces accessibles et inaccessibles aux intervenants. Et vous le savez bien, la dynamique, la dialectique de la visite à domicile, quand on est soignant, c'est aussi ce que j'appellerais partager les territoires. C'est-à-dire, avec certains patients, je leur dis, écoutez, je vais venir à la maison, ou je vais venir à l'EHPAD pour vous visiter, mais vous allez aussi venir me visiter quand vous viendrez en consultation. Et il y a un partage comme ça qui se fait. Et souvent, c'est bien accepté quand vous le présentez sur cette modalité-là. Donc ça aide aussi. Autre diapo. Bon, vous voyez, là, c'était le retrait d'un service d'aide et de soins est-il un abandon? Et ça va reprendre un peu le cas pratique que je vais vous évoquer. Autre diapo. Toujours enfermer une personne à domicile, voilà, toujours cette thématique de la sécurité et de la liberté. La fin de vie à domicile, à quel prix, hein? Vous voyez, en situation de fin de vie, ce qui est parfois qualifié de refus de soins est plus souvent un refus d'obstination déraisonnable, pouvant être inscrit dans des directives anticipées, sans que tous les soins ne soient systématiquement refusés. Bon, voilà, c'est intéressant de travailler là-dessus. Alors, on a eu une saisine, voilà, Madame, Monsieur, vous voyez, c'est tout récent. Comme convenu, nous transmettons la lettre reçue recommandée, nous prévenant de l'arrêt des soins prodigués à Madame S. Ma sœur est atteinte d'une AMS, atrophie multisystémique, multisystématisée, je ne sais plus trop, qui s'est manifestée en 2016-2017. Le 29 novembre 2018, une prise en charge pour une aide à la toilette et à l'habillement fut le début de la collaboration avec le SIAD de Plouguerneau. La maladie de ma sœur évoluant pour atteindre un niveau GIR2, donc très peu d'autonomie, hein, en 2021, la prise en charge s'est modifiée en conséquence. Lever du matin par le SIAD, petit déjeuner, repas et coucher par l'ADMR. Tout semblait
pour aller pour le mieux quand une première alerte nous fut donnée par un cadre de santé fin août 2022, sans autre forme qu'un appel téléphonique nous prévenant de l'arrêt de l'aide du SIAD afin de protéger son personnel et le volume horaire trop important. Autre diapo. L'intervention de l'assistante sociale du Conseil général et la requalification du degré de dépense de GIR 2 en GIR 1 a permis la continuité des interventions et de la prise en charge du coucher par le SIAD. La maladie de ma sœur, entre-temps, avait évolué, elle avait perdu l'usage de la parole ainsi que l'usage des jambes et était sujette à des malaises d'hypotension qui sont depuis, grâce à un traitement adapté, devenus rares. Il nous fut demandé avec insistance un lève-malade, mais comme vous le savez, la sécurité sociale ne prend en charge qu'un appareillage et comme il y avait déjà un verticulisateur, 3 petits points, le prix de la location demandait réflexion. Il est vrai qu'il y a eu une réunion le 15 septembre 2023, réunion composée d'une des infirmières du cabinet médical de l'IA, les 2 représentantes de la DMR, du médecin traitant, l'infirmière coordinatrice et 2 intervenantes du SIAD. Il nous fut demandé un ensemble de choses que nous avons effectuées, la location du lève-malade, le réménagement de la pièce de vie, le changement des types de change, mais surtout à la fin de cette réunion, il nous a été affirmé « Nous emmènerons Madame S jusqu'au bout ». Ainsi quelle fut notre surprise quand un mardi matin 28 novembre, on nous a annoncé par téléphone que le SIAD arrêtait, ce qui fut mis en avant alors la difficulté de la tâche qui dépasse la technicité des intervenantes. Mais à la lecture de la lettre reçue, la raison principale serait davantage le relationnel avec la famille. Famille composée de moi-même et mon conjoint. Nous n'avons jamais invectivé le personnel du SIAD, qui au demeurant que je n'ai vu que 2 fois depuis la réunion. Nous nous demandons si cette raison justifie que l'on prive un grand malade de soins. Quant à l'accompagnement de l'infirmière coordinatrice du SIAD, une seule proposition, l'EHPAD, et c'est tout. Depuis le 16 décembre, une aide-soignante CESU intervient le matin pour la toilette aidée d'une aide à domicile, pour le coucher du soir, une infirmière avec une aide à domicile. Cabinet infirmier débordé mais qui compatit. Il passe déjà 3 fois par jour pour les prises de médicaments et la DMR qui n'a pas pléthore de personnel nous fait craindre que ce surcroît de travail un jour, peut-être ça va s'arrêter. Est-il normal qu'un service public se décharge de sa tâche sur les autres intervenants? D'autre part, nous avons demandé au cadre de santé le moyen de contacter un conciliateur conformément aux droits des patients. Une liste nous fut fournie, mais pas le moyen de les contacter. Nous sommes désemparés et dépités devant son comportement et nous n'avons trouvé aucune instance qui puisse nous entendre contre cette décision inique et non fondée. Voilà un petit peu la lettre qui est adressée et je vais demander à Vincent s'il peut m'aider, parce que là, avec mes yeux, je ne suis pas sûr d'être capable de lire. Il s'agit donc du courrier envoyé à la famille, en l'occurrence à la dame, par la directrice générale de l'EHPAD qui gère le SIAD en date du 28 novembre 2023. L'objet, c'est fin de prise en charge. Vous êtes accompagné depuis le 25 novembre 2019 au SIAD. Le règlement de fonctionnement de l'établissement dispose, en son article 2.8 intitulé « Fin de la prise en charge », l'intervention du SIAD peut être interrompue à tout moment à l'initiative de l'infirmière coordinatrice si les conditions minimales d'hygiène, de sécurité et de sérénité ne sont pas remplies, malgré les actions de conseil, d'information et d'incitation conduites par le SIAD, et que les prestations ne peuvent plus remplir aux critères de qualité et de confort auxquels le SIAD s'était engagé. Si les missions et ou les moyens du SIAD ne peuvent plus répondre aux besoins de l'usager, en cas de non-respect des clauses du présent règlement de fonctionnement. En l'occurrence, en ce qui concerne les conditions de l'accompagnement, comme indiqué dans le règlement de fonctionnement, le SIAD fonctionne en tournée de 3 à 7 fois par semaine, en fonction des besoins. Une aide-soignante peut passer 1 à 2 fois par jour. Depuis plusieurs mois désormais, notre équipe constate une altération de l'état général qui se traduit par une aggravation de la dépendance de Madame. Afin de garantir néanmoins le maintien à domicile, le SIAD s'est organisé afin de proposer des tournées à 2 soignantes pour accompagner Madame. Cette situation est dérogatoire par rapport à l'accompagnement proposé aux autres usagers. Toujours dans cette optique, une location d'aide matérielle avait été demandée à plusieurs reprises et a finalement et tardivement abouti après une réunion pluridisciplinaire en date du 15 septembre 2023 réunissant plusieurs acteurs du domicile intervenant auprès de Madame. Le lève-malade devait permettre de sécuriser notamment les transferts du fauteuil vers le lit, Madame étant victime de malaise hypotensif. Lors de cette réunion, un engagement de désencombrer le domicile avait été pris. Le domicile semble pourtant toujours aussi encombré. Également, lors des visites à domicile, la famille de Madame continue de demander des mises au WC au verticalisateur.
Les reproches sont nombreux à l'égard des professionnels aides-soignantes de l'établissement. Ainsi, le SIAD a tenté de trouver des réponses pour permettre l'accompagnement le plus longtemps possible à domicile, allant au-delà même de ses capacités, notamment organisationnelles. Néanmoins, la conjonction de l'état de santé de madame ainsi que l'insatisfaction récurrente de sa famille, traduisant certainement une perte de confiance en l'établissement, nous conduisent aujourd'hui au constat que notre intervention ne peut plus continuer dans ces conditions. Comme le prévoit donc le règlement de fonctionnement, le présent courrier vaut lancement du préavis de 15 jours, délai au terme duquel le SIAD cessera son intervention. La date de la dernière visite est le 17 septembre 2023 inclus. Dans l'attente, les soignantes continueront leurs soins auprès de madame. L'infirmière coordinatrice est disponible pour accompagner madame et ses proches dans les démarches auprès de partenaires autres pour éventuellement poursuivre le maintien à domicile si tel est leur choix ou pour préparer une entrée en institution. Cet EHPAD pourra proposer un hébergement permanent au besoin. Je vous prie d'agréer, madame, monsieur, l'expression de mes salutations distinguées, la directrice adjointe. Bon, donc, on va passer à la... on va discuter un petit peu des sphères dans lesquelles on va réfléchir, mais je vais vous laisser quand même avec cette situation. On va donner quelques pistes de réponse. Mais vous voyez, c'est violent, en fait. Et on est confronté, avec ces saisines, en réalité, à des retours sur des situations finalement qui peuvent être assez brutales, quoi. Hein. Alors, avec des visions du monde qui sont différentes entre les intervenants et les familles et les professionnels que nous pouvons être. Vous voyez, par exemple, si on regarde ce qui est de l'ordre de la qualité et de l'éthique, on n'est pas forcément dans les mêmes dynamiques. Quand on est dans le champ de la qualité, l'action vise à réduire l'incertitude, en réalité. Elle est impérative, elle est normative. Vous vous rappelez tout ce qui était autour du gel hydroalcoolique, de la distanciation sociale, on était vraiment dans une approche qualité, quoi. Il faut réduire l'incertitude qui est liée au virus, machin. On cible un client, on cible, voilà, on a une cible à gérer, et puis on a des actions à réaliser, et on anticipe les risques. Bon, c'est une démarche qui est validée comme telle quand on est dans ce champ de la qualité. Et on peut dire, pour aller vite, que le SIAD emprunte plutôt cette voie-là. Voilà. Il y a hygiène, sécurité, il y a des choses à placer. Alors, le lève malade, ils ont mis du temps à le mettre en place, la famille, donc déjà, ça n'a pas aidé à réduire l'incertitude, etc. Après, quand on est dans le champ de l'éthique, on n'essaye pas de supprimer l'incertitude, mais on essaie de la gérer. C'est un peu différent. On n'est plus dans une logique impérative, mais on est dans une logique consensuelle, en tout cas de cette éthique de la discussion dont je vous ai évoqué. On est moins dans la recherche d'une norme pour une norme, mais on est plus dans la prise en compte d'une situation. On cible moins un client dont on peut dire, maintenant le contrat est fini ou le contrat est rompu parce que vous n'avez pas réalisé une partie de votre contrat, mais on cible un sujet, donc une personne avec ses engagements subjectifs et ses attentes, ses fantasmes, et on n'est pas dans un engagement nécessairement déclinable en action, mais plutôt en termes d'intention. On regarde l'intentionnalité. Et en fait, on va effectivement se raccrocher à un certain nombre de principes que vous connaissez, dont on va évoquer rapidement l'existence tout à l'heure, mais pendant la crise Covid, c'était clair qu'on était dans une vigilance à tout point de vue, vigilance pas seulement clinique, mais vigilance éthique, parce que la vigilance est bienfaisance. Alors, vous voyez, on est là aussi dans la recherche d'appréciation que l'on nomme valeur, qui nous aide à nous comprendre, enfin, en tout cas, c'est ce qu'on espère. Autre dit. Alors, évidemment, en tant que juriste, je ne peux pas ne pas évoquer la question des droits du patient, et effectivement, il y a la déontologie, c'est-à-dire notre fond de valeurs communes. Il y a la question de l'autonomie des patients et du consentement. Il y a celle du respect de l'intimité, qui est extrêmement important, surtout quand on est à domicile. Il y a surtout le droit à une information propre, vous savez, au sens qui n'est pas sale, une vraie information, une information claire, loyale et appropriée. Et si on investit beaucoup la collégialité aujourd'hui, dans le champ de l'éthique et dans le champ de l'action soignante, c'est parce que cette collégialité permet de faciliter une information propre au sens clair, loyal, approprié. Et puis il y a la confidentialité qui est extrêmement important avec ce secret médical dont Didier Sicard, ancien président du
comité consultatif national d'éthique, disait « La règle du secret partagé en équipe ne veut pas dire secret propagé. » Parce que, voilà, c'est extrêmement important de valoriser cette confiance. Autre diapo. Oui, alors rapidement, Jacques Derrida explique bien les choses. C'est au moment où je ne sais pas quelle est la bonne règle que la question éthique se pose. Parce que sinon, si on connaît quelle est la bonne règle, on est dans le champ de la qualité. Voilà, il suffit de poser la règle et puis de décliner les choses. Et pourtant, il y a des moments où on ne sait pas quoi faire, où il faut pouvoir dire « je ne sais pas ». Et une des raisons importantes du fait que les soignants ne mobilisent pas assez les cellules éthiques ou les instances éthiques, c'est qu'ils n'arrivent pas à s'autoriser à dire « je ne sais pas ». Et si vous réfléchissez bien, avez-vous déjà eu un cours dans votre formation médicale où on vous a appris à dire « je ne sais pas ». Moi, j'en ai pas eu. Et pourtant, Dieu sait qu'il y a un certain nombre de choses qu'on ne sait pas en pratique. Pas forcément, je ne sais pas faire, mais je ne sais pas quoi penser, je ne sais pas quoi partager pour m'en sortir, quoi. Vous voyez ? Donc, c'est important de formuler des questions éthiques. Il n'y a pas de questions idiotes. On a tous voilà, nos préjugés, nos passions et parfois aussi notre agressivité. Donc, il faut essayer de composer avec tout ça. Autre diapo. Alors, les fameux principes, je parlais de la bienfaisance tout à l'heure, en disant la vigilance et bienfaisance, c'est les principes de Beauchamp-Childress dans la bioéthique, c'est-à-dire la bienfaisance, la non-malfaisance. La non-malfaisance, vous savez, c'est le serment d'Hippocrate, hein, primum non nocere. Évidemment l'autonomie, puis la justice, hein, qui stipule que les patients, dans des situations semblables, doivent avoir accès aux mêmes soins. Autre diapo. Alors, je crois que c'est important aussi et là on va aborder bientôt les pistes de réponse qu'on a apportées, rappeler qu'en tant que soignant, on a besoin de défendre sa capacité de penser. Et on a ce temps ici à investir la doctrine, à être dans des revues. Écrivez, mettez par écrit votre pensée, ça vous oblige à préciser votre réflexion. Et par ailleurs, ça permet de partager des idées, ça vous fera le plus grand bien. Adressez vos écrits à l'information psychiatrique, aux annales médico-psychologiques, à éthique et santé. On a besoin aussi, voilà, de savoir un petit peu ce que vous pensez de votre travail, et vous avez à apporter des choses. Ne vous gommez pas, vous avez aussi un regard sur votre pratique, un regard sur vos relations professionnelles, un regard sur le monde qui nous est précieux. Et c'est aussi ce qui permet de défendre sa capacité de penser, parce que sinon, on est dans un monde, rapidement, où il y a une grande indifférence dépressive, en fait, de beaucoup de monde, de beaucoup de gens, avec des personnes qui ont une attention totalement dispersée, qui ne vont pas forcément avoir en tête que légaliser l'euthanasie, c'est peut-être quelque chose qui a plus d'importance que d'augmenter le tarif des timbres. Vous voyez, mais parce que notre attention est fragmentée, dispersée, trop d'informations tue l'information, et ainsi de suite. Pareil, on banalise la démotivation de nos soignants. Beaucoup de soignants qui ont lâché le soin, hein, et qui avaient des choses à apporter à nos patients. Il y a un travail de par-excitation qui est partie prenante de cette capacité de penser, et la réflexion éthique va nous aider à reconstruire ou consolider ce par-excitation. Autre diapo. Alors, la souffrance éthique, elle est très bien mise en valeur dans la vie 140. Hein. Vous voyez, cette souffrance éthique et le désengagement qui en résulte sont particulièrement dus à la dégradation de la relation entre patient et soignant. Hein, donc ils évoquent la perte de sens, ils évoquent les souffrances des soignants et des patients qui se croisent ainsi sans toujours se comprendre, ce qui accentue la fragilisation de la relation de soins. Mon ami Louis Pleton disait, on en arrive au drame d'un soignant de passage dans un service de passage pour un malade de passage. Vous voyez ? J'avais une discussion mais complètement incroyable hier en bureau de pôle où on nous expliquait que pour la délivrance des traitements en psychiatrie, non seulement il fallait demander à la personne, vous vous appelez bien monsieur Untel, mais maintenant il fallait checker avec l'image du patient sur notre ordinateur pour vérifier qu'on avait bien le même visage. Non mais, vous voyez, on en arrive quoi avec les procédures qualité. Hein. Ça devient, comme disait mon collègue ami Philippe Geneste à Brest, c'est la tyrannie des procédures, quoi.
Donc, voilà. Autre diapo. Alors, quelques éléments de réponse. Ça, c'est plutôt les notes. J'ai mis les notes pour vous montrer comment on fonctionne dans notre travail. Alors, la première chose qui m'est venue en tant qu'animateur de cette cellule d'études de soutien, j'ai tout de suite dit, j'ai cité, je crois, c'était l'abbé Pierre qui disait que aider les autres, c'était quelque chose de surhumain. Parce que je me suis dit, si je ne commence pas par quelque chose d'un peu ouvert, d'un peu différent de tout ce qu'on a en tête, ça va être eux c'est les méchants, eux c'est les gentils. Donc je suis parti là-dessus pour mettre un petit peu tout le monde dans une position un peu plus neutre et bienveillante vis-à-vis de chacun des protagonistes. Mais finalement, ce qui est venu très vite, et d'ailleurs c'est le guide de funérailles, vous voyez, qui a été le premier à dégainer, il nous a dit, on a l'impression qu'il y a un non-dit, qu'il y a quelque chose qui n'est pas libéré, qui a motivé la décision. Et puis c'est vrai que très vite, on voit que c'est des reproches symétriques, qui sont un peu de même nature de chaque côté. Le SIAD parle de famille non volontaire par rapport à l'EHPAD. La famille dit que le SIAD n'est pas à l'écoute. Les enfants, ils n'apparaissent pas là, s'ils ont une idée, quoi. Le SIAD dit qu'il arrive à ses limites, ce qui peut tout à fait s'entendre, mais il a déjà été assez loin. On serait sur la limite du maintien à domicile, clairement. On a le sentiment d'une angoisse qui n'est pas entendue, notion d'arrêt de soins, il y a une angoisse de mort, angoisse de rupture. On a l'idée, moi très vite ce qui m'est venu en tête, c'est un peu comme un arrêt de soins, un arrêt de traitement en réa, quoi. Sauf que là, c'est pas la mort biologique, c'est la mort sociale, quoi. Sauf que quand on fait ça en réa, vous le savez, il y a une procédure collégiale, ça se fait pas de façon unilatérale, quoi. Donc, et puis, voilà, il y a la question de la prévisibilité. Il y a eu une promesse. Nous la mènerons jusqu'au bout, mais jusqu'au bout de quoi? De nos forces, le jusqu'au bout de l'un n'est pas manifestement le jusqu'au bout de l'autre. Donc, c'est ça aussi. Et puis, question simple, est-ce que la réunion qui a eu lieu le 15 septembre pour dire on continue sur ces modalités ne peut pas être refaite? Parce que ce qui a engagé une décision d'un côté, pour se désengager, il me semble qu'on doit passer par la même méthode. Sinon, c'est une rupture unilatérale et peut être perçu comme un manquement dans l'accompagnement de qualité. Donc notre première réflexion, ça a été remettre de la collégialité dans tout ça et rappeler aussi au plan juridique, s'il n'y a pas de conciliation qui a été faite, c'est ce qui va lier le contentieux et c'est ce qui peut mettre en place une action de justice, ce qui n'est pas forcément la meilleure des solutions pour chacun. Ce n'est pas ça qui va répondre à l'objectif de sérénité que le SIAD a mis en avant dans sa réponse. Autre diapo. Alors, là, oui, on reprend aussi un certain nombre de choses qu'on a entendues. Moi, c'est vrai que j'ai mis en avant le fait qu'il me semblait que la règle de loyauté n'était pas respectée, parce que, en fait, cette décision, on n'a pas le point de vue du principal intéressé, il n'a pas participé à la décision, même si, effectivement, on peut aussi s'interroger sur sa possibilité de s'exprimer. La Haute Autorité de Santé recommande que tous les projets qui concernent une personne soient travaillés avec la personne elle-même. C'est le cadre de santé qui nous a rappelé ça. La volonté de projet de l'un et la possibilité de répondre au projet de l'autre. Est-ce qu'il y a une mesure de protection? Comment ça a été anticipé? Est-ce qu'il y a un mandat de protection? En tout cas, il y a un besoin de parole. Et alors, ce qui saute aux yeux, quand même, en dehors même de la place du médecin traitant, mais que pense le neurologue référent, puisqu'on est quand même là sur une maladie neurologique, neuropsychiatrique, et donc il manque une parole qui vienne de naissance à la fin du parcours à domicile et au commencement du parcours institutionnel. En tout cas, on a le sentiment comme ça, on ne donne pas la possibilité à la famille de consentir en pleine connaissance de cause, donc il y a une information inaboutie. Et puis, pareil, questionnement autour de la personne de confiance, du suivi social, l'accompagnement de la famille. Alors, du côté de l'éthique maintenant, de la prise de décision du SIAD, on entend bien qu'ils expliquent leurs décisions, ils ont écrit un courrier, mais c'est vrai qu'on a envie aussi de discuter avec eux, parce que est-ce qu'ils vivent bien leurs décisions? Est-ce qu'ils vivent bien avec la décision qu'ils ont prise? Et puis même, autre question, si ça se passe mal à la maison, le sachant, est-ce qu'ils reprendraient la même décision? Voilà. C'est des questions intéressantes qu'on pourrait leur poser.
Alors ce qu'on va proposer à cette famille et puis à ce SIAD, c'est ce qu'on appelle l'instance d'écoute et de dialogue. C'est au-delà de la cellule éthique de soutien, vous voyez, qui est quand même une analyse du dossier, quoi, avec une réponse écrite. Là, on se déplace, on met les personnes autour de la table, on discute avec elles, et puis on essaie de prendre une décision concertée tous ensemble. Donc c'est encore autre chose. Alors, comment on fait après? On passe à l'écrit. Vous voyez, les membres de la cellule éthique ont le sentiment que des non-dits existent entre les deux parties, créent des difficultés de communication et de dialogue qui désorientent la prise de décision. La famille exprime le regret que le SIAD ne tienne pas à sa promesse d'accompagnement jusqu'au bout. Le SIAD semble regretter, quant à lui, que la famille ne soit pas suffisamment adhérente aux propositions apportées, notamment sur la question de l'EHPAD. La notion de jusqu'au bout est sans doute interprétée de manière différente d'un côté comme de l'autre. Le jusqu'au bout de l'un n'est en effet sans doute pas le jusqu'au bout de l'autre. Le SIAD indique arriver à ses limites et mentionne avoir déjà dérogé à la limite ordinaire. La volonté de projet des uns ne semble donc pas ici pas répondre à la possibilité de répondre au projet des autres, d'où l'émergence d'incompréhension et de reproches en symétrie. Autre diapo. Au regard de ces éléments, il semblerait pertinent de reconduire la réunion de concertation ayant eu lieu le 15 septembre dernier en présence de tous les acteurs concernés. L'accent est apporté au cours de cette réunion sur la volonté de la personne elle-même, même si elle n'est plus actuellement en capacité de s'exprimer verbalement. Que repère-t-on chez elle concernant le vécu à domicile? Semble-t-il bénéfique? Selon quels critères? A-t-elle pu s'exprimer par le passé sur la question d'une entrée en EHPAD? C'est quand même une vraie interrogation. L'importance de connaître et de prendre en considération ses préférences passées, les préférences passées de la personne, son identité narrative est une nécessité éthique dans le but d'éviter la prédominance du point de vue des tiers qui déterminerait alors pour elle les critères de choix de décision. En outre, malgré une altération de ses fonctions cognitives et parfois même une altération profonde de son rapport au monde, la personne reste bien souvent en capacité d'exprimer ce qu'elle souhaite privilégier. Autre diapo. C'est ici le bien de la personne qui doit être recherché, non ce qui paraît bien aux yeux des tiers. Des critères conséquentialistes sont également nécessaires dans la réflexion. Qu'est-ce qui tient actuellement encore la personne dans l'existence et quelles seraient les conséquences d'un changement majeur dans sa vie? Y a-t-il par ailleurs une personne de confiance désignée? La personne bénéficie-t-elle d'une mesure de protection? Si oui, sous quelle forme? Autre diapo. Bon, on va aller vite, mais il est important, vous voyez ici, d'éviter le risque de morcellement, d'éclatement, voire de mise en concurrence des différents services intervenant à domicile. L'écosystème autour du malade semble ici particulièrement vulnérable. Et puis, parfois, on donne des petites indications de doctrine. Vous voyez, on cite ici un auteur. On peut estimer que le meilleur coordinateur n'est autre que le détenteur de la confiance du malade. C'est à partir de la confiance que l'on peut gérer la complexité et l'évolution du cours des choses. Donc, on recentre finalement sur la question de la confiance. Autre diapo. Alors, on se pose la question aussi, et là, on prêche, entre guillemets, la concertation, mais il y a des exceptions à la concertation. Alors, quelles sont-elles? On regarde, en pareil cas, donc les valeurs de la santé et de l'intégrité ont priorité sur celles d'autonomie, de confiance et de vie privée. Peut-être qu'on pourrait se trouver dans cette circonstance-là, donc on regarde. Cela se voit dans deux circonstances, une menace de dommages sérieux pour la santé ou pour l'intégrité physique ou psychique du patient ou d'une autre personne. Donc il faut être trop clair par rapport à ça, d'où l'importance de se revoir en façon collégiale. Et puis il doit y avoir un rapport de proportionnalité entre le dommage évité et l'atteinte causée à la confiance. Le dommage ne peut être évité que par le partage d'informations. Il s'agit de prévenir ou de réparer un dommage. Il faut alors en revenir à la prudence. Autre... Bon, je redis juste les trois critères qui, d'un point de vue juridique, peuvent être aussi intéressants à regarder en appui ou en complément de la réflexion éthique, c'est-à-dire la décision en question qui est ici un peu querellée, en fait, par la famille et qui peut aller vers une action justice s'il n'y a pas eu de conciliation et s'il n'y a pas une remise à plat au plan éthique, c'est est-ce que c'était prévisible, cette décision, ou pas? Est-ce qu'elle est nécessaire ou pas? Et on voit bien qu'il y a une contestation de la nécessité. Et puis, est-ce qu'elle est proportionnelle ou pas? Et ça, c'est vrai que s'il y avait une action en justice, ça serait autour de ces trois critères que les choses seraient regardées. Alors, c'est vrai que notre Constitution, notre Déclaration des droits de l'homme, si vous regardez bien, nous invite à ne pas choisir entre liberté et sécurité. La liberté fait partie de la DDHC, pas la sécurité. Dans la Déclaration des droits de l'homme, vous trouverez le mot sûreté, mais vous ne trouverez pas le mot sécurité.
Autre plaque. Alors, cette notion de prudence, hein, c'est extrêmement important. Vous savez, c'est la question aussi, est-ce qu'on est intrusif quand on va au domicile parce qu'il arrive dans la pratique du soin que l'on pénètre dans l'intimité sans être un intime, ce qui rend nécessaire une éthique fondée sur le tact. Donc, c'est d'autant plus important si le domicile devient une affaire publique, si la maison devient un hôpital ambulant. Et ça aussi, c'est un vrai contexte anxiogène pour les proches, qui peut générer aussi des malentendus, des tensions, des conflits entre soignants et la maison et les personnes soignées. Autre diapo. Alors, je crois que c'est important, pour finir, de dire qu'il est important d'avoir, par rapport à cette intimité, par rapport à ce tact, également un vrai investissement de la confidentialité, de dire aussi qu'il faut faire attention sur les aspects de la liberté individuelle qui sont souvent dérangeants pour les autres, en fait. Et nous-mêmes, on peut être dérangeants pour un certain nombre de relations. Et comme il le disait, un psychothérapeute n'est pas un juge. Donc est-ce que là, la dimension psychothérapique a été abîmée? Est-ce que la famille s'est sentie jugée? C'est aussi des choses qu'on pourrait évoquer par rapport à ce qu'on a pu observer. Alors, évidemment, on va se centrer sur la dignité, une rencontre de deux êtres humains à égalité, et on va faire attention à chaque fois qu'on aura un partage d'informations à réaliser, de le faire dans le respect de la dignité, c'est-à-dire de le faire avec ce souci profondément inscrit dans nos gènes de soignants, de faire avancer la connaissance d'une situation délicate pour aider à sa résolution, mais aussi pour aider certains professionnels à se libérer du poids du secret, du non-dit, du silence éthique. Il faut sortir du silence éthique pour dire ce qui ne va pas dans le soin quand on est en souffrance éthique. Autre diapo. Et surtout, revenir à cette idée juridique que la dignité, c'est ce qui fonde l'accès aux soins. Et on voit bien que dans cette plainte de la famille, il y a l'idée, on est indigne d'accéder aux soins. Et c'est ça le fond de la souffrance, en fait. Et d'une certaine manière, c'est une vraie plainte. Parce que, de fait, c'est la dignité qui fonde l'accès aux soins. Donc on ne peut pas comme ça retirer le soin en faisant l'économie de la question de la dignité. C'est pour ça que ça me semble impossible de ne pas passer par de la collégialité. On termine là-dessus. Quelques aphorismes pour finir, parce qu'on a besoin de se raccrocher à des idées qui nous portent. Eh bien, MDD écrit « Peut-être que ce qui est important en éthique pratique, c'est d'accepter a priori de ne pas savoir ce qui est bon pour l'autre. » Et ça, c'est pas facile. Quand on est soignant, on est toujours dans l'idée que nous, on sait. Voilà. Autre idée, l'attention portée à l'autre crée de l'humain. Ça, je crois que c'est extrêmement précieux. C'est vraiment aussi le cœur de notre pratique soignante, surtout en psychiatrie. L'attention à l'autre crée de l'humain. Et c'est fondamental, il faut vraiment revenir à ça. L'aidant familial, l'aidant familial, c'est bien d'avoir un aidant, c'est bien de pouvoir compter sur l'aidant, mais il faut que l'aidant aussi il ait sa place d'aimant, quoi. Il ne doit pas être enfermé dans sa fonction d'aidant, et il faut aussi se rappeler de ça. Autre chose, sur les informations qu'on manipule en santé, l'information est pertinente quand elle sert à procurer les soins et à assumer ses responsabilités. Je crois que c'est bien aussi de revenir à ça. Au final, la prudence, c'est rester debout dans un aura qui glisse. Hein. Donc soyons prudents. Ça aussi, c'est important. Hein. Et puis, je ne suis pas forcément un fan de Perfit, mais j'aime bien cette phrase, la confiance est la loi cachée de la condition humaine. J'ai relu ce qu'il avait dit dans le texte de loi sur l'IVG il y a quelques années maintenant. C'était quand même très intéressant. À cette époque, les débats à l'Assemblée nationale avaient encore une tenue. Autre diapo. Voilà, pour conclure, je pense qu'on a besoin d'être à la fois dans un jugement médical au sens noble, c'est-à-dire de la prudence,
mais aussi d'avoir en tête nos devoirs moraux. C'est-à-dire que la continuité des soins, c'est quand même la base au plan déontologique. Et là, ça questionne une histoire comme ça, la continuité des soins. On a aussi, au-delà de ça, une responsabilité en tant que soignant, en tant que professionnel de santé, en tant que professionnel tout court, quand on est en face de problématiques aussi importantes que le soin à domicile, mais ça pourrait être aussi le médicament, hein, qu'on a à gérer en tant que la vie du médicament. On a une fonction critique de deuxième degré, comme disait Ricoeur, c'est une fonction réflexive, et il faut faire attention à outre notre conception du bien a priori pour l'autre, de nos propres conflits d'intérêts. Et je peux pas ne pas en parler parce que voilà, je suis brestois, j'ai croisé Irène Frachon plusieurs reprises, et quand même, cette histoire de Mediator, ça a été quelque chose qui a profondément meurtri la vie de beaucoup de gens. Et donc faire attention avec ce qu'on pense être vrai dans ce qu'on dit, mais aussi dans ce qu'on manipule, y compris dans les médicaments qu'on manipule. Et moi, j'insiste vraiment, vous voyez, à travers ce travail que vous m'avez amené à réaliser pour vous aujourd'hui, sur cette notion de prudence, parce que la phronésis des Grecs, là, cette capacité à prévoir, à anticiper, à modeler, à adapter le présent à l'avenir qui va arriver. Je crois que c'est extrêmement précieux pour nos patients, pour les familles, et ça passe quand même par un investissement de la collégialité. Quand on propose des alternatives, il faut le faire dans un souci de bienfaisance, pas dans un souci d'avoir raison, vous voyez, d'avoir raison par définition, en disant « je vous avais dit que ce serait l'EHPAD et rien d'autre ». Non, on ne peut pas avancer comme ça, quoi. Pour avancer, il faut réellement alimenter la confiance, se nourrir des valeurs, et puis permettre un point de vue autre que le sien. Je crois que c'est ça c'est là-dessus que j'ai envie de finir. Écoutez, je vous remercie pour votre attention, et j'espère que je n'ai pas été trop long. Bon, un petit peu de pub pour un... Alors, oui, les billets éthiques, c'est ce qui reprend tout ce qui avait été mis sur le site internet, mais avec des apports renouveaux, une préface de Bertrand Guidel, qui est président éthique du comité éthique de la Fédération hospitalière de France. Et la petite phrase illisible, c'est une phrase qui dit que plus que ce qu'on donne, ce qui est important, c'est la manière qu'on a de le donner. Voilà, l'intention. Ouais, tout à fait. Donc oui, l'éthique ne doit pas être perçue comme une abstraction, mais elle doit être perçue comme quelque chose d'accessible, de dynamique, qui répond à des préoccupations concrètes. Mais en tout cas, ça passe par un retour sur soi. Et c'est ça aussi l'introspection, quelque part, du soignant, hein, qui se déploie dans la réflexion partagée qu'on peut avoir sur les questions éthiques, les tensions éthiques, ce qui relève de dilemmes, quoi.